Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission À vos droits. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet central en matière de responsabilité médicale. Il s'agit de l'urgence et du droit. Si a priori on pourrait supposer que l'urgence médicale domine le droit, il s'avère en réalité que ces deux notions sont étroitement liées et même encadrées. Notre objectif aujourd'hui est donc de comprendre comment cette prise en charge du patient peut-elle être efficace dans le cadre de l'urgence et surtout comment elle garantit ses droits. Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Anaïs Alia-Bittard. Bonjour mademoiselle. Bonjour Ambrine. Alors vous êtes étudiante en Master 2 de droit de la responsabilité médicale à l'Université catholique de Lille et vous avez gentiment accepté de répondre à ces questions sur le sujet. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important d'apporter quelques précisions aux internautes afin qu'ils puissent bien comprendre en quoi consiste cette fameuse notion de l'urgence mêlée au droit. Alors Anaïs Alia, pouvez-vous nous éclairer sur la notion ? Bien sûr Ambrine. Il est assez complexe dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui de détacher l'urgence et le droit, car, comme vous le disiez, ces deux notions sont liées en matière de responsabilité médicale. Je vais donc plutôt vous définir la notion d'urgence, qui est, contrairement à ce qu'on pourrait croire, une notion assez complexe et large, notamment par son aspect subjectif et ses différents modes d'appréciation. Il faut bien comprendre que la notion d'urgence s'appréhende sous deux aspects. Il y a d'abord l'urgence vitale, qui est celle qui engage le pronostic vital et la survie du patient. Il y a ensuite l'urgence fonctionnelle, qui est celle qui engage les fonctions du patient et qui peut provoquer à terme un handicap. Il s'agit par exemple de l'AVC. Il est de plus important de préciser qu'au regard des nombreuses jurisprudences, les juges laissent le soin aux professionnels de santé d'apprécier le caractère urgent ou non d'une situation. C'est d'ailleurs à ce stade que beaucoup de patients ou de familles de patients estiment qu'il pourrait y avoir une faute ou un retard dans la prise en charge de l'urgence. Alors merci Anaïs Alia. Alors maintenant que ces bases définitionnelles sont apportées, il est important d'avoir à l'esprit quelques chiffres. On sait globalement que les numéros d'appel d'urgence permettent de joindre gratuitement les secours et ce 24 heures sur 24. Et c'est d'ailleurs chaque année près de 4 300 000 interventions qui sont réalisées par les sapeurs-pompiers, soit 11 700 interventions par jour. Et le SAMU, quant à lui, reçoit environ 2 500 appels par jour. Mais il faut savoir que dans 30% des cas, la réponse apportée consiste seulement en une information ou en un simple conseil. Et c'est d'ailleurs ce qui inquiète beaucoup les professionnels de santé et notamment les médecins urgentistes. Alors ces dispositifs montrent donc bien que les soins qui ont une nature urgente peuvent être effectués à l'extérieur de l'établissement de santé par une structure mobile d'urgence et de réanimation ou directement par les services d'urgence. Alors je vous propose de parler de l'urgence extra-hospitalière tout d'abord, mais pouvez-vous nous indiquer en quoi cela consiste ? Effectivement, Ambrine, il est important de parler en premier lieu de l'urgence extra-hospitalière, car c'est celle à laquelle les patients pensent lorsque l'on parle d'urgence. Celle-ci repose sur une prise en charge sans délai des personnes victimes d'accidents et d'affections de toute nature. Cette prise en charge se fonde à la fois sur la notion de police administrative de la sécurité, le secours à la victime, et sur la santé publique, sous la forme de l'aide médicale d'urgence. Dans les situations d'urgence dites ultra-hospitalières, on va retrouver la notion d'aide médicale d'urgence qui correspond à l'envoi à l'extérieur de l'hôpital d'équipes de réanimation incluant obligatoirement un médecin pour assurer le plus précocement possible une prise en charge médicale adaptée. Et cela, peu importe l'endroit où se trouve la victime. Alors justement, j'aimerais que nous nous attardions quelques instants sur le rôle du SAMU. En effet, ce dernier ainsi que le Centre de réception et de régulation des appels jouent un rôle primordial dans la prise en charge des cas urgents. Alors pouvez-vous nous en dire plus sur ces questions-là ? En pratique, le traitement d'un appel se fait par un personnel spécialisé de la régulation médicale. Ces personnes peuvent répondre directement aux questions simples, réorienter vers des structures plus adaptées aux besoins des personnes ou alors transférer les appels à un médecin régulateur. Et attention, ce dernier est le seul apte pour apprécier du point de vue médical la nature de l'urgence et déterminer la réponse qui s'impose. Oui, et puis d'ailleurs, en tant que premier acteur dans la prise en charge d'une situation d'urgence, les équipes du SAMU doivent, comme vous le savez, être de façon permanente en alerte. Et d'ailleurs, si on cible plus particulièrement le médecin régulateur, par exemple, ce dernier va devoir poser un diagnostic rapidement et surtout à distance. Et c'est d'autant plus difficile que les patients n'emploient pas forcément de termes médicaux pour définir leur mal et qu'il est plus souvent dans une situation d'urgence
d'urgence où il ne peut même pas exprimer ce mal-là. Alors, selon vous, pensez-vous qu'on peut parler d'une vulnérabilité des médecins régulateurs? Oui, tout à fait, Ambrine, on peut parler d'une vulnérabilité du médecin régulateur. Le médecin régulateur est vulnérable, mais comme tout professionnel de santé, cela dit, et une erreur peut se produire. En fait, il est demandé au médecin régulateur d'établir un bon diagnostic. Toutefois, pour cela, il faut du temps, ce que n'a pas forcément le médecin régulateur. Mais alors, par rapport à ce que vous dites, est-ce que vous pensez que cette situation de vulnérabilité pourrait entraîner des risques dans la prise en charge urgente d'un patient? Oui, des risques sont toujours possibles. Je vais vous donner quelques exemples. D'une part, de nombreuses informations sont perdues en cas de consultation téléphonique, le rythme cardiaque, la respiration. Ainsi, une réponse médicale inadaptée constitue un premier risque. D'autre part, selon la situation, le médecin régulateur doit organiser le transfert vers un service hospitalier le plus adapté possible à la situation du patient. Toutefois, en pratique, des erreurs aussi surviennent à ce niveau-là. Alors justement, nous nous rappelons du tragique cas de Naomi qui est décédée à la suite d'une mauvaise prise en charge par un régulateur du SAMU. Ces erreurs et ces risques pour les patients peuvent conduire à des situations pouvant mettre en jeu la responsabilité des régulateurs et du SAMU, ainsi que de tous les acteurs intervenant dans la prise en charge d'un patient en situation d'urgence. Vous avez parfaitement raison lorsque vous indiquez que de nombreux acteurs interviennent dans la prise en charge du patient en situation d'urgence et la responsabilité de chacun d'entre eux peut être engagée. Les services d'aide médicale d'urgence mettent tout en œuvre pour que ces drames n'arrivent pas. Cependant, l'on le sait bien, le risque zéro n'existe pas en matière médicale. Alors, suite à ces propos, je vous propose de parler désormais de l'urgence intra-hospitalière cette fois-ci. Alors, ce type d'urgence se distingue de la précédente en ce que les soins d'urgence sont effectués directement dans les services de l'hôpital et donc à l'hôpital directement dans la structure. Mais il faut préciser qu'elle n'est autorisée que si l'établissement respecte certaines conditions. Quelles sont-elles, Anaïs Alia? D'une part, il est nécessaire que l'établissement de santé dispose de lits d'hospitalisation complète en médecine. Et d'autre part, il est indispensable pour l'établissement de disposer d'un accès à un plateau technique de chirurgie, d'imagerie médicale et d'analyse de biologie médicale en son sein ou, par convention, avec un autre établissement de santé, avec un cabinet d'imagerie ou alors un laboratoire d'analyse de biologie médicale de ville. Alors, un autre point suscite mon interrogation. Il s'agit des obligations du professionnel de santé, notamment dans le cadre de l'urgence médicale, mais par rapport au point du consentement. Alors, que dit le droit positif sur cette question? Sur la notion de consentement, l'article 16-3 du Code civil indique que le professionnel de santé est tenu d'obtenir le consentement du patient après l'avoir suffisamment informé. Toutefois, dans les cas d'urgence vitale, cette exigence de consentement tombe et la réalisation d'une intervention sans le consentement du patient n'oblige pas l'établissement responsable à réparer le dommage subi. Il est important de préciser que la loi du 2 février 2016 renforce les droits du patient même en cas d'urgence. En effet, le refus de soins est érigé en une liberté fondamentale. Mais Anaïs Alia, si on aborde dans des cas plus particuliers, comme qu'advient-il de la prise en charge des personnes vulnérables dans un service d'urgence, parce que par exemple, on sait que les personnes qui sont hors d'état d'exprimer leur volonté doivent consulter la personne de confiance désignée ou la famille et que cette obligation tombe en cas d'urgence. Mais une autre catégorie particulière pose question, il s'agit des mineurs. Pouvez-vous nous expliquer comment ils sont pris en charge en pratique ? Le consentement du mineur doit systématiquement être recherché s'il est apte à exprimer sa volonté. Quand les soins sont urgents, le praticien peut passer outre l'accord des parents, des titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux, mais ces derniers doivent cependant être prévenus. La procédure à suivre pour l'admission d'un mineur en urgence est la réalisation de l'intervention urgente, mais celle-ci est soumise à certaines conditions. L'urgence doit tout d'abord être constatée et l'intervention décidée par le chef de service. Ensuite, la décision d'opérer et l'urgence sont écrites et le directeur de l'établissement ainsi que le procureur de la République en sont informés. Enfin, la signature du directeur atteste de l'impossibilité d'avoir pu joindre les parents en temps utile afin de recueillir leur consentement. Donc j'en conclus qu'il faut donc rester vigilant. Alors merci Anaïs Alia pour votre intervention de qualité qui nous a permis de comprendre l'état actuel et les enjeux de ces notions. On voit donc bien grâce à vous que les notions de l'urgence et du droit sont parfaitement liées et encadrées. Voilà, c'était l'émission À vos droits. J'espère que tous les points abordés sur le plateau vous auront aidé. À très bientôt pour un nouveau numéro et merci pour votre attention.